Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 7 mai. Elles étaient attendues, elles sont désormais utilisables. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a inauguré ce vendredi 7 mai son service de trottinette électrique, un nouveau pas vers la mobilité durable. Dimanche 9 mai, ce sera la journée internationale de l'Europe, l'occasion de parler de l'Union européenne, son rôle dans la crise sanitaire ou encore ses relations avec les collectivités locales. Notre invité à ce sujet, Baudouin Baudru, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Enfin, comme chaque semaine, Célia Gatsongo vous proposera ses idées sorties et loisirs. Juste avant cela, les collégiens et les lycéens ont fait leur rentrée depuis une semaine, après 4 semaines de fermeture des établissements. Pour les élèves de primaire et de maternelle, c'était il y a 2 semaines, une rentrée sous protocole renforcé. Désormais, la fermeture d'une classe est décrétée dès lors qu'un cas positif de Covid-19 est décelé parmi les élèves, ce qui peut expliquer de nombreuses fermetures. Au jeudi 6 mai, 13h, 131 classes étaient fermées dans les Yvelines, après des données fournies par l'Académie de Versailles, quasiment 100 de plus par rapport à il y a une semaine. Les fermetures sont encore plus nombreuses dans les autres départements de l'Académie, 179 dans les Hauts-de-Seine, 212 dans le Val d'Oise et même 224 en Essonne. Un nouveau service de trottinette électrique dans toute l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. SkyTier Mobility a inauguré ce vendredi 7 mai. 900 engins seront déployés prochainement dans les 12 communes de l'agglomération. Un sujet de Bérangère Bourgoin et Bichente Myrien Santisteban. Testé et approuvé. Les élus de Saint-Quentin en Yvelines ont inauguré le nouveau service SkyTier Mobility, 300 stations réparties sur les différentes communes de l'agglomération et environ 1000 trottinettes dès le mois de mai. On innove sur la 3e génération de trottinettes qui est très numérique d'ailleurs, qui est beaucoup plus facile à contrôler, à garer, à utiliser. L'idée, en tout cas à terme, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir l'ouvrir aux entreprises. Là, on est sur le domaine public, on travaille avec les villes, avec l'agglomération, mais pourquoi pas les entreprises demain, pourquoi pas les collèges avec le département, pourquoi pas les lycées avec la région. Une première phase d'expérimentation renouvelable sur 12 mois, l'entreprise Tier Mobility couvre déjà l'Île-de-France avec 6000 trottinettes en activité sur la région. Pourtant, Saint-Quentin en Yvelines est un nouveau défi pour l'opérateur. C'est la première fois qu'un opérateur se développe en deuxième couronne. Donc pour nous, vraiment, c'était l'opportunité d'expérimenter sur un nouveau type de territoire. On trouve que c'est une solution qui est très intéressante pour le dernier kilomètre. Utile pour les trajets courts des Saint-Quentinois. Les trottinettes s'ajoutent en complément des nouveaux circuits vélos dans l'agglomération. Pour les tarifs, ils ont été réfléchis selon une logique territoriale. Vous avez toute une gamme en fait, d'offres commerciales en fonction des publics. Il y a même une offre à destination des personnes à mobilité réduite qui va pouvoir se développer avec la start-up Omni. Il y a des différents types de tarifs, donc on a des tarifs étudiants qu'on va lancer en septembre. On a aussi un tarif solidaire qui sont pour ceux qui ont des revenus plus bas, qui ont accès à différents avantages. Ils pourront aussi avoir des avantages sur les trottinettes électriques. Quant aux usagers ponctuels, ils pourront débloquer la trottinette pour 1 €. Le tarif évolue ensuite de 15 centimes d'euros par minute d'utilisation. En cas d'adoption par les Saint-Quentinois, la société est prête à déployer jusqu'à 2500 trottinettes sur le territoire. Et l'actualité, c'est aussi la journée internationale de l'Europe ce dimanche 9 mai. Pour parler de cette célébration, mais aussi du rôle de l'Union européenne, nous accueillons en visioconférence avec nous Baudouin Baudru. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes chef de la représentation en France de la Commission européenne. Alors pour rappel, ce 9 mai, cette journée internationale de l'Europe, ça célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit de la date anniversaire de la déclaration Schuman, le 9 mai 1950, un discours prononcé avant la naissance de la communauté économique européenne. Dans les Yvelines, par exemple, la municipalité de Villepreux organise d'ailleurs ce samedi 8 mai une conférence en ligne sur Jean Monnet et le premier pas vers l'unité européenne. Anecdotes historiques, découvertes des coulisses, explications des grandes dates qui ont fait l'Europe, tout un programme. Baudouin Baudru, en quoi est-ce important de fêter cette journée internationale de l'Europe ?
Je crois qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'auparavant, quand on voit comment le monde évolue autour de nous, quand on voit ces régimes autoritaires qui montrent leurs muscles, pas très loin de chez nous, hein, je pense à la Russie, je pense à la Turquie, un peu plus loin, je pense à la Chine également. Je pense que célébrer l'Europe et se rassembler autour de ces valeurs qui ont fait ce projet européen depuis 71 ans, comme vous l'avez rappelé, la déclaration Schuman, c'est quelque chose qui doit nous mobiliser tous. C'est en effet un projet de paix, de prospérité et de solidarité, mais c'est aussi une communauté de valeurs. Je vous invite tous à relire l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Il est très court, mais c'est en fait un inventaire de ce qui nous rassemble, de ce qui nous réunit, la solidarité, l'état de droit, la protection des minorités. Tout ça fait notre identité, nous, Européens, avec des nuances, évidemment. Les Français ont une culture, une histoire qui n'est pas la même que les Allemands, que les Irlandais, mais on a en commun toutes ces valeurs, tous ces principes que nous défendons à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi, j'ai envie de dire, surtout à l'extérieur de l'Union européenne. Donc c'est un moment de célébration de cette communauté de valeurs que nous partageons tous collectivement. Alors 71 ans, vous l'avez rappelé, et cette année, l'Union européenne, elle a dû s'adapter justement par rapport à la crise sanitaire, tout comme ses pays membres évidemment. L'Europe a notamment déployé un plan de relance de 1,8 milliard d'euros, alors 1800 même milliards d'euros, pardon. À qui a-t-il bénéficié dans ce cas de cette crise sanitaire ? Alors, en fait, ce plan de relance, qui est composé à la fois d'un paquet d'argent important, 750 milliards, que l'Union européenne, la Commission, va emprunter sur les marchés financiers pour ensuite transférer ou prêter cette somme aux États membres, et le budget qui est l'autre partie, donc à peu près 1100 milliards d'euros sur une période de 7 années. L'ensemble de ce paquet que vous avez évoqué va bénéficier à tous les États membres et à plusieurs niveaux. Une partie de cet argent va être en fait allouée au niveau national en fonction des programmes, des politiques qui sont conduites, mais il y a aussi ces programmes importants qui concernent en fait le niveau local, les régions, les départements, voire les municipalités qui peuvent bénéficier de cofinancement européen pour mettre en œuvre un certain nombre de projets de développement dans le domaine de la santé, des transports, des connexions Internet et aussi de tout ce qui est le social qui est de nouveau au devant de la scène aujourd'hui en Europe, puisque à l'heure où nous parlons, se déroule un sommet social à Porto, au Portugal, puisque le Portugal assume pour le moment la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et donc, le social est très important aujourd'hui et je crois qu'il est nécessaire que l'Union européenne et les États membres se serrent les mains, je vais dire, pour apporter une solution aux défis sociaux de nos sociétés aujourd'hui, y compris ces problèmes qui se sont encore davantage développés à cause de la crise du Covid. Évidemment, exacerbée avec cette crise sanitaire. Donc, une Union européenne qui s'adapte, mais une Union européenne aussi, fragile, qui n'a pas de compétences en matière de santé, je le rappelle. De ce fait, chaque pays, pendant cette crise, a mis un petit peu en place sa propre politique sanitaire. Mais c'est bien l'Europe, pourtant, qui coordonne le vaccin et les commandes de vaccins contre le Covid-19. Est-ce qu'on ne s'y perd pas un peu, justement, Baudouin-Baudru, entre cette compétence santé qui n'existe pas? Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire en ce sens ? Alors, vous aviez tout à fait raison de rappeler que jusqu'à présent, c'est encore comme ça dans les traités, en fait, les compétences de l'Union européenne en matière de santé publique sont très, très modestes. On a, en fonction du traité, une compétence de coordination, d'encouragement, de promotion de certaines campagnes, par exemple contre le tabac, des choses comme ça. Mais on n'a pas beaucoup de moyens pour travailler avec les États membres pour promouvoir une véritable union de la santé. Nous avions, sur la période précédente, 450 millions d'euros en tout et pour 28 États membres, parce qu'à l'époque, le Royaume-Uni était encore avec nous, ce qui fait, en fait, par personne, par Européen, 12 centimes d'euros par an. Avec ça, on ne peut pas mener véritablement une politique de santé publique en Europe. Heureusement, à l'occasion des négociations budgétaires pour la nouvelle période qui a commencé au 1er janvier, les États membres ont accepté en grande partie, en tout cas, la proposition de la Commission, avec l'aide du Parlement européen,
pour démultiplier ce budget. On a maintenant un budget de plus de 5 milliards d'euros à la place de 450 millions pour mener en tout cas une politique de prévention et de réaction rapide en fait en cas de pandémie comme celle que nous connaissons maintenant. Donc effectivement, nous avons vite constaté que il y a un an, chaque État membre faisait un petit peu apporter des solutions d'abord orientées vers les besoins nationaux. Alors que nous fonctionnons dans un marché qui est intégré à 28 et maintenant 27 États membres, qu'il y a des produits médicaux et des appareils médicaux qui étaient fabriqués dans d'autres États membres et qui devaient traverser les frontières. Or, on avait fermé les frontières. Et donc, la Commission est intervenue pour proposer, non pas des lois, parce qu'on n'a pas la compétence pour le faire, mais des solutions pratiques. Pour permettre justement le flux de marchandises médicales notamment au travers des frontières entre l'Union européenne, entre les pays de l'Union européenne. Et en effet, vous avez évoqué la fameuse stratégie d'achat des vaccins. Ce que la Commission a voulu éviter à tout prix, c'est que certains pays puissent obtenir des vaccins et d'autres pas. Et notamment les grands pays, les pays où se trouvent des laboratoires de production de vaccins qui auraient pu être servis en premier, si je puis dire, alors que d'autres auront dû attendre et peut-être n'auront pas obtenu de vaccin du tout pendant des mois et des mois. Est-ce que c'était aussi une façon de préserver l'unité de l'Union européenne, justement, de coordonner cette campagne vaccinale ? Oui, parce que en fait, la campagne vaccinale et la production, la distribution des vaccins dans des conditions de crise telles qu'on les a connues et qu'on connaît encore un peu maintenant, c'est avant tout une expression de solidarité. On a voulu permettre que tous les citoyens européens, où qu'ils soient, puissent avoir un accès équivalent aux vaccins. Alors, on a proposé aux États membres, on n'a pas décidé ça tout seul, on a négocié avec les États membres. Les États membres sont partie prenante de ces négociations avec les laboratoires, qu'on distribuerait les vaccins au fur et à mesure de leur mise à disposition au prorata du nombre d'habitants par pays. Donc, les grands pays en auront plus, mais simplement parce que les besoins sont plus grands, pas parce que simplement ils sont plus grands eux-mêmes et peut-être d'un point de vue politique plus important, si vous voulez. Donc, tous les citoyens européens sont traités de la même manière et on a aujourd'hui, en fait, d'ici la fin du premier semestre 2021, on aura plus de 500 millions de doses de vaccins qui auront été distribuées dans les 27 pays de l'Union européenne, dont 55 millions du vaccin Johnson & Johnson qui ne nécessite qu'une injection. Donc on a maintenant vraiment rattrapé le temps perdu un petit peu au début de cette année, parce qu'il est vrai qu'on a eu des difficultés, on a surtout eu des mauvaises surprises de la part de certains laboratoires qui avaient promis un certain nombre de millions de doses et qui tout d'un coup ont dit non, on n'est pas capable de vous fournir autant, on doit vous fournir un tiers. Oui, en effet, l'actualité a été assez mouvementée sur ce côté-là. Merci en tout cas, Baudouin Baudru, d'avoir été avec nous pour ce week-end et pour toutes ces précisions sur l'Union européenne. Je le rappelle, ce dimanche 9 mai, la journée internationale de l'Europe. Bonne fête de l'Europe. En ce mois de mai également, la Société protectrice des animaux, la SPA, lance le mois de l'adoption. Cette opération vise à promouvoir l'adoption responsable grâce au savoir-faire des refuges. En 2020, sur les 37 667 adoptions, seuls 3,8% des animaux adoptés ont fait l'objet d'un retour. Un record qui montre un accompagnement optimal. Dans les Yvelines, les SPA vous accueillent dans 3 refuges, à Orgeval, Hermeret ou encore Plaisir. Et après cette semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end? Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons jouer dans les rues saint-quentinoises. Un escape game a été créé par une Unimontaine pendant le confinement. Le but du jeu, retrouver un galet caché dans un endroit de Saint-Quentin en Yvelines, un montage de Lucas Audard. Des indices cachés dans les villes de Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux pour trouver un galet. Sky Cache est un escape game que l'on peut réaliser dans les rues saint-quentinoises. J'ai conçu cet escape game pour ma famille et mes amis au départ, et comme ça leur a beaucoup plu, puis c'est pas le premier que je fais, j'aime beaucoup faire ça, en fait je l'ai un peu adapté pour qu'il puisse être utilisable par tout le monde. Donc il suffit d'imprimer en fait il y a une quinzaine de pages que j'ai proposées. Ensuite on découpe les fiches, c'est expliqué dedans, et puis on peut partir ensuite avec ce kit là directement à la première étape.
12 étapes au total, le but, trouver les bons numéros et les reporter dans une grille qui donnera des coordonnées GPS pour trouver le fameux galet. À l'île de loisirs, côté base nautique, un indice y est caché. Je prends plusieurs jours pour aller sur des lieux que je connais pas ou que je connais un peu et puis je cherche des détails, donc je prends des photos, j'essaye de trouver qu'est-ce qui pourrait être utilisé finalement pour créer une énigme. Et si on prend l'exemple du club de voile qui est juste derrière nous, j'ai essayé de regarder dans ce bâtiment-là qu'est-ce qui pouvait me servir en fait pour créer l'énigme. Ces deux filles âgées de 11 et 13 ans ont l'habitude de jouer aux escape games de leur maman. Les énigmes, le fait de trouver aussi, c'est un plaisir que j'aime bien. Oh, j'aime trop quand elle en fait à chaque fois. En plus, quand on la voit préparer, on a trop hâte de le faire et tout, c'est trop bien. Autre endroit à Guyancourt cette fois-ci, en face du Technocentre, c'est l'étape 9 du jeu. Il faut qu'on compte le nombre de statues. Vous avez dit 9 les filles, c'est ça? Bah ouais, il y a une rangée de 3 et une colonne de 3. D'accord, on va aller chercher du coup ce que ça fait sur le code. Ouais, attends, vas-y. Gratuit, SkyScache est disponible sur les pages Facebook des habitants des communes de Saint-Quentin en Yvelines. Un lien s'y trouve pour charger les documents. Inscription ouverte pour le village sportif et culturel de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines qui célèbre ses 10 ans. Du 19 juillet au 6 août, plus de 1000 jeunes qui ne partent pas en vacances vont bénéficier d'au moins 25 activités différentes. L'accès est gratuit et ouvert également au grand public si des créneaux d'activités sont disponibles. Tour du programme dans l'Interview Express avec Vincent Couteau, le responsable communication de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Nous, sur Saint-Quentin, on a décidé de proposer un village de 3 semaines, donc du 19 juillet au 6 août, avec un vrai équilibre entre les activités sportives, les activités culturelles et certaines activités libres. Tout se déroule dans l'espace événementiel, donc, qui est l'ancienne piscine à vagues. C'est un espace de 4 hectares entièrement plein air et entièrement clôturé et sécurisé. L'acrobranche, qui est gérée par l'île de loisirs. À la voile au canoë en fonction de la météo, à l'équitation et aussi aux petites activités qu'on a, mini-golf, course d'orientation, balade énigme. Donc ça, c'est des activités gérées habituellement par l'île de loisirs. Et ensuite, on vient rajouter toute une panoplie d'activités qu'on n'a pas du tout l'habitude de mettre en place. Et là, on aura du rugby à 5, du beach handball, du basketball en 3 contre 3. Donc ça va être la nouveauté de cette année puisque ça va être une discipline olympique. Et sur les activités dites plus culturelles, on aura des initiations aux gestes qui sauvent. On aura une exposition sur les Jeux Olympiques. Concrètement, on a déjà prévu la distribution de petits goodies qu'on va essayer utiles et qui ne soient pas simplement des petits objets à jeter. Il y a effectivement quelques mini-événements. On pense déjà à des concerts, on pense à une séance de cinéma de plein air avec le film sur Jesse Owens, pourquoi pas. On va vraiment marquer ces 10 ans avec quelques mini-événements en début et en fin de village. Faites ton buzz avec les abeilles, première édition de cette manifestation à Feucherolles qui se déroulera du 8 mai au 19 juin. Le but, sensibiliser les visiteurs sur les pollinisateurs et les abeilles. Gilles Tuillier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal, membre de la commission environnement et développement durable à Feucherolles. Alors pourquoi avoir créé une fête à l'honneur de la biodiversité dans votre commune ? Parce que c'est une très belle opportunité cette année qui est assez exceptionnelle. C'est un acte de résilience par rapport aux contraintes sanitaires du moment et que c'est une bonne occasion de mettre en avant les pollinisateurs, notamment les abeilles en particulier, et en même temps, compte tenu de notre position, nous, Feucherolles, face à la plaine de Versailles. Donc on a souhaité mettre ce festival Faites ton buzz avec les abeilles pour mobiliser aussi bien les Feucherolais que d'autres intéressés à la biodiversité. Et, voilà. Alors ça va tourner autour des conférences, ça va tourner aussi avec un marché thématique le 5 et le 19 juin et également une fête du village pour conclure cette période festive. Justement, on va en parler de tout ça. Alors, il y aura durant ces 6 semaines donc, des conférences et des animations aussi pour les enfants dans les classes primaires. Est-ce que d'autres débats justement seront proposés pour le public lambda ?
Absolument. Il y a à l'heure actuelle 6 conférences qui sont programmées, dont la première va commencer ce 8 mai à 14h30 en semi-direct. Nous la ferons avec Monsieur Étienne Calais de la GDS-AIF qui s'occupe également des abeilles et du point sanitaire les concernant. Et des marchés donc thématiques, vous l'avez dit, seront aussi au cœur de l'événement. Qu'est-ce qu'on pourra y découvrir ? Alors, nous essayons de réunir beaucoup d'acteurs de la plaine de Versailles. Ça tournera évidemment autour du miel et de ses produits dérivés, la propolis, la gelée royale, la cire, et puis d'autres artisans qui tournent autour de la biodiversité, que ce soit des plantes, que ce soit aussi l'explication sur le fonctionnement d'une ruche, puisque certains de nos intervenants viendront avec une ruche sous cloche pour montrer aux enfants comment tout ça fonctionne, toutes ces petites bébêtes, ces sentinelles ailées, comment ça fonctionne. Et Fais ton buzz avec les abeilles sera donc clôturé par donc la fête du village, vous l'avez dit, le 19 juin prochain. Quelles seront les animations proposées lors de cette fête ? Alors, comme nous sommes dans un milieu rural, ça concernera bien sûr des jeux simples, chamboule-tout, de pêche à la ligne, de danse. Il y aura aussi également une petite chorale organisée par l'association musicale de Feucherolles. Il y aura le marché par lui-même et d'autres activités festives pour les enfants et de 7 ans à 77 ans. Eh bien, merci beaucoup Gilles Tullier d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose 2 activités de sortie pour ce week-end avec la réouverture de la base loisirs des étangs de Hollande. En mai, l'ouverture se fait tous les week-ends de 11h à 18h. La baignade est surveillée. Vous pourrez aussi bronzer, mais la fréquentation maximale est réduite à 625 personnes. La deuxième édition de Fête des plantes se déroulera dimanche 9 mai de 9h30 à 18h30 sur le parvis de la mairie du Ménil-Saint-Denis. 25 exposants dont des horticulteurs, ruchers et paysagistes seront présents. Des animations sont aussi prévues tout au long de la journée. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. L'actualité de la semaine, c'est Grégory Canalé qui vous la résume en 78 secondes. La première étape du déconfinement enclenchée depuis le 3 mai, fin de la limitation des 10 km et de l'attestation de déplacement. Les professionnels regardent désormais vers le 19 mai, date de la réouverture des terrasses, des lieux culturels et des commerces fermés. La campagne de vaccination s'accélère. Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture aux plus de 50 ans et surtout la possibilité désormais pour les plus de 18 ans de recevoir une injection lorsqu'il reste des doses de vaccin pour ne pas les gâcher, a dit le chef de l'État. L'hommage rendu par les pompiers à leurs collègues à la caserne de Rambouillet, le caporal Justin Almeida, 19 ans, s'est tué à moto le 30 avril. Il devait participer au dispositif de sécurité de l'hommage national rendu à la fonctionnaire de police Stéphanie Montfermé. Les élections départementales sont au programme les 20 et 27 juin prochains et les candidats au scrutin sont désormais connus dans les Yvelines. 91 binômes paritaires sont en lice dans les 21 cantons du département. 120 joueurs sur le parcours de l'Albatros, le Linksea Open se tient jusqu'au 8 mai au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. La particularité du tournoi met les golfeurs amateurs et professionnels. Enfin, cette année, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Il s'est éteint le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Le château de Versailles possède l'une des plus importantes collections napoléoniennes, 400 tableaux et 200 sculptures dédiées à celui qui fut empereur de France. Pour refermer ce 7-8 week-end, votre rendez-vous comme chaque vendredi en partenariat avec les surligneurs. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des surligneurs.
Chronique de Legal Checking où l'on reparle de l'affaire Sarah Halimi, sauvagement battue puis défenestrée par son voisin qui, au moment des faits, proférait des insultes antisémites. Le meurtrier a néanmoins été déclaré pénalement irresponsable par la justice car au moment des faits, son discernement était aboli. Le président du MoDem, François Bayrou, ancien ministre de la Justice, a alors exprimé son souhait qu'aucune déclaration d'irresponsabilité ne puisse être faite sans qu'un débat contradictoire ait lieu, ajoutant qu'on le doit aux victimes et à ceux qui les pleurent. Sauf que la proposition de François Bayrou semble bien inutile. Inutile car depuis une réforme de 2008, lorsqu'une personne mise en examen est sur le point d'être déclarée pénalement irresponsable, un débat contradictoire peut avoir lieu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, débat auquel interviennent les différentes parties avec réquisitoire du procureur et en dernier, la parole est à la défense. À la fin de ce mini-procès, même si techniquement ça n'en est pas un, le juge rend sa décision. Dans l'affaire Halimi, ce débat contradictoire a bien eu lieu et le juge a considéré que les charges retenues contre le mis en examen étaient suffisantes. En d'autres termes, c'est bien lui qui a tué Sarah Halimi et ce meurtre avait un caractère antisémite. Mais son discernement étant aboli pendant les faits, il n'est pas pénalement responsable. Avant la réforme de 2008, il faut savoir qu'il n'y avait aucun débat contradictoire. La proposition de François Bayrou et de la bouche de l'ancien, certes éphémère, ministre de la Justice, interroge sur la compétence de certains politiques pour les fonctions qu'ils ont pu occuper, mais ça, c'est un autre débat. C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end et une très bonne soirée.